Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job, on parle du futur du travail et on va s'intéresser à une étude du BCG qui est vraiment intéressante entre les paroles et les actes. On fera le point dans quelques instants avec Charlotte Defrétin, elle est chef de projet senior justement au BCG. Elle nous présentera ses chiffres. Le livre de Smart Job, ça vous arrive peut-être, Je médite au travail. Oui, ça c'est le titre du livre et on va recevoir son auteur, Stéphane No. Il est coach certifié et justement l'auteur. Peut-être que d'ailleurs on fera un petit peu de méditation ou de pleine conscience dans quelques instants dans cette rubrique. Les experts de Smart Job, là nous ne méditerons pas, on va parler de l'actualité évidemment. La réforme des retraites, le plus dur reste à venir évidemment avec l'annonce des syndicats pour une première manifestation le 19 janvier prochain. On parlera des emplois sélectionnés par Glassdoor, les emplois et les entreprises préférées. Puis on viendra aussi sur une étude Indeed sur la pénurie de main-d'œuvre, qui est un sujet évidemment récurrent depuis des mois. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les Chief People Impact Officer. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Nouveau rôle dans le nouveau monde post-Covid. On fera le point avec Laure Rudel-Arnaud, elle est CPIO de Sandy Blue. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du futur du travail, qui est un thème un peu philosophique, mais vous allez le voir extrêmement concret à travers les chiffres du BCG. Et on accueille Charlotte Defrétin. Bonjour Charlotte, chef de projet senior BCG. Étude que vous avez dévoilée en octobre 2022. Elle est toujours d'actualité, ce qui est ça qui est très intéressant. D'abord, l'esprit de cette étude, c'était quoi? C'était de faire une photographie du futur du travail et d'interroger les décideurs. Exactement. Donc c'est l'étude future du travail, est une étude qu'on a menée donc en octobre 2022. On a interrogé 350 dirigeants dans 45 pays différents. Donc c'est une étude mondiale. C'est ça qui est très intéressant. Et les questions qu'on leur a posées portaient autour de l'importance du futur du travail et des actions mises en œuvre pour adresser le futur du travail. Alors 94% des dirigeants considèrent que les initiatives sur l'avenir du travail sont importantes, mais moins de 20% des organisations en font une priorité du top management. Juste pour commencer, qu'on y voit un peu clair, c'est que globalement tout le monde est d'accord pour dire « Oh, c'est tellement important », mais quand on expertise les faits, il ne reste pas grand-chose au fond de la casserole. Exactement. En fait, ce que montre cette étude, c'est qu'on a un vrai consensus au sein des grandes entreprises sur le fait que le futur du travail est un enjeu important pour l'entreprise. Ça, tout le monde est d'accord. En particulier dans le monde post-pandémie et face aux crises auxquelles on est confronté. En revanche, quand on regarde ensuite les initiatives concrètes qui sont mises en place et les initiatives qu'on trouve à l'agenda des CEO, là, seuls 20% des entreprises positionnent ces enjeux à l'agenda. Charlotte, quand on parle d'initiatives autour du futur du travail, qu'est-ce que vous rentrez dans cette grand chapitre? On y met la qualité de vie, on y met le bien-être. Comment vous le définissez, ça? Alors, on y met en effet un ensemble de dimensions constitutives du travail. La qualité de vie, effectivement, ça en fait partie. On va aussi mettre tout ce qui est modalité de travail autour de la flexibilité, les lieux de travail, horaires de travail, organisation du travail. Hybride, télétravail. Exactement. On y met aussi tout ce qui est culture d'entreprise, modèle de management, développement des compétences, parcours de carrière. Donc, on a un ensemble de dimensions qui sont prises en compte. Juste un mot, comme c'est une étude mondiale, internationale, la relation au travail hybride, au télétravail par rapport à l'ensemble des entreprises hors France, ça dit quoi? On est en avance, on recule, on est toujours un peu en retard, comme parfois l'est la France? Alors, la France, aujourd'hui, est forcément positionnée sur une logique de télétravail, de travail hybride. Pardon. Ouais, c'est ça, c'est la règle. Exactement. La règle, c'est le travail hybride. Et quand on interroge les DRH, y compris dans une perspective moyen terme, ce qu'ils voient, c'est que le 100% télétravail, à horizon 2025, ça concernera peut-être maximum 1% des entreprises françaises, mais guère plus. Donc on est dans une vraie logique d'installation des modes de travail hybride. Et l'enjeu pour les entreprises françaises aujourd'hui, c'est de mettre en place le travail hybride dans les bonnes conditions et d'accompagner à la fois le management et leurs salariés dans la mise en place de ces modes de travail. Alors, le futur du travail, en tout cas c'est ce que vous dites, n'est pas une priorité à travers l'étude que vous dévoilez et donc il faut accélérer. Et puis il y a quand même un enjeu très fort. 37% des travailleurs de terrain français se disent prêts à démissionner. On n'est pas loin de 40%.
Ça, c'est quand même un chiffre qui doit interpeller ceux à qui vous remettez l'étude et les dirigeants à qui vous déposez l'étude devant les yeux. Exactement. Alors, concernant les travailleurs de terrain, en fait, on a mené une étude dédiée sur cette population. Il faut savoir que les travailleurs de terrain représentent 2/3 des actifs en France, donc on est sur une large population, une large part de la population active. Et effectivement, il y a un vrai retard sur la mise en place d'initiatives liées au futur du travail pour ces populations. Le chiffre qui ressort de l'étude, c'est qu'aujourd'hui, 40% des organisations n'ont mis en place aucune initiative concernant le futur du travail de ces collaborateurs-là. Non, mais là où vous insistez dans l'étude, c'est qu'il y a bien un distinguo entre les secteurs de la tech, les secteurs qui sont très tertiaires, qui sont en plein boom, et ceux-là ont une vraie réflexion globale, hein, on est d'accord, ou presque. Mais pour les travailleurs de terrain, alors tous ceux qui sont, je ne sais pas, le BTP, tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, la grande distribution, ces deux dont on parle, globalement, eux sont un petit peu laissés sur le bord du chemin, quoi. Exactement, parce qu'en fait, avec la pandémie, on est entré dans une phase de télétravail forcé pendant une période, ce qui a conduit les entreprises à réfléchir à ces modes de travail hybrides. Bah oui. Ces travailleurs-là ne sont pas concernés par le télétravail. Les premières lignes. Exactement. Donc eux... pour eux, il y a un vrai enjeu pour les entreprises d'initier des réflexions afin de pouvoir leur offrir des nouvelles opportunités qui soient pas seulement de la flexibilité de lieu de travail, parce que ça, évidemment, ça n'a pas de sens pour eux, mais à la fois de la flexibilité potentiellement en termes d'horaire de travail ou d'organisation du travail, mais aussi d'autres aspects de proposition de valeur employeur. Ouais, de QVT, de choses... Exactement. Un petit mot sur les managers avant de nous quitter, parce que ça, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Cette transformation du travail, ce futur du travail, et notamment pour les entreprises qui sont très en pointe. Vous avez des managers qui se retrouvent, eux, un peu perdus. Et le chiffre est impressionnant, hein. 93% des dirigeants interrogés affirment que la notion de leadership est au cœur de cette transformation. Donc ça veut dire que le manager est interpellé. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Alors, c'est justement ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose pour les aider. Et donc, l'étude montre qu'effectivement, 93% des dirigeants affirment que les managers sont au cœur du réacteur quand il s'agit du futur du travail. Et pour autant, seuls 15% des entreprises mettent en place des initiatives dédiées pour former, accompagner les managers dans l'évolution des modes de travail. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un autre chiffre qui est intéressant, qui est que pour 80% des dirigeants, les managers sont en fait la population la plus impactée elle-même par le passage à des modes de travail hybrides. Pourquoi ? Ça génère un stress supplémentaire, des inquiétudes, c'est ça En fait, le mode de travail hybride génère une vraie modification des modes d'encadrement des équipes. Clairement. Et donc le fait d'encadrer ces équipes à distance et aussi de construire la vision de l'entreprise dans un mode de travail hybride est une vraie source et une vraie nouveauté pour les managers. Donc il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire, et je le redis, notamment dans les secteurs, je dirais, industriels, où il y a besoin de travailleurs postés et terrain. Là, il y a encore vraiment un champ de développement qui n'est pas encore développé, en France pour le moins. Tout à fait. Et dans le monde, c'est la même chose ? On retrouve les mêmes éléments dans le monde, avec des tendances même exacerbées dans les pays avoisinant la France, notamment Royaume-Uni et Allemagne, où on retrouve des intentions de démission qui sont même au-dessus de celles qu'on retrouve en France. Donc nous, 37%, faut-il le rappeler pour les personnes interrogées par le BCG. Merci Charlotte de Frétin d'être venue nous rendre visite. C'est un vrai plaisir, chef de projet senior BCG, avec cette étude à lire, à découvrir, évidemment, sur le site du BCG. Merci beaucoup. Merci. On va méditer un petit peu, ça vous intéresse ? Tout à fait. La méditation est très importante. Un livre est sorti et on va le présenter dans le livre de Smart Job. Je médite au travail, avec 10 séances d'auto-coaching. On va pouvoir en faire quelques-unes avec notre auteur. On l'accueille juste après le jingle. Le livre de Smart Job, Je médite au travail, c'est son titre, 10 séances d'auto-coaching. Vous allez voir d'ailleurs la couverture de ce livre, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience, avec ce petit bonhomme, pour ceux qui se passionnent pour la méditation, pleine conscience ou pas, le petit bonhomme de Petit Bambou, pour ceux qui pratiquent, et je pratique, édition Vuibert. Son auteur est avec nous, Stéphane No, merci d'être là. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes coach certifié, mais aussi enseignant de méditation, et vous accompagnez des organisations. Pour le dire quand même très directement, c'est un livre de vulgarisation, hein. C'est pas un livre d'érudition,
C'est un livre de vulgarisation. Absolument. L'esprit de ce livre, c'est quoi, si vous deviez le définir? C'est un petit pense-bête qu'on glisse dans son sac et sa poche et qu'on peut regarder comme ça? Oui, c'est un livre de méditation portable. Voilà. Mais papier. Mais papier. Oui, moi j'ai souhaité en fait à la fois partager mon expérience de méditation au travail, d'expérience d'entrepreneur aussi, puisque j'ai créé 7 entreprises avant d'en arriver là. Donc 3 au Cambodge. Dont 3 au Cambodge, effectivement des entreprises solidaires. Et voilà, et donc moi j'ai conçu ce livre un peu comme un chemin. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de chapitres, il y a une 50aine d'exercices. Et j'avais envie de partager des choses très simples pour démystifier ce qu'était méditer au travail. Et montrer qu'il y a de l'espace en fait pour méditer au travail et que c'est pas être assis en Bouddha pendant 45 minutes sur sa chaise de bureau tous les jours, ce qui est évidemment pas possible, mais c'est de prendre quelques instants à chaque fois, des petites pauses, des petits moments par rapport à des sujets qui nous préoccupent dans le quotidien. Ça c'est très intéressant parce que ce que j'aime c'est le lien entre travail et méditation. La méditation souvent on l'imagine chez soi, sur un canapé comme on le fait avec Petit Bambou, dans un espace calme. Non, là vous dites c'est possible de le faire au travail, notamment, et je l'imagine, lorsque vous avez quoi, une zone de stress, on a une contrariété, on se prépare à une réunion. C'est quoi les meilleurs moments de méditation au travail? On les place où? Alors, il y a deux niveaux, en fait, dans ce que vous dites. Il y a un premier niveau, c'est effectivement, il y a un problème et j'ai besoin, en fait, de trouver un petit moment, un petit espace de ressourcement pour pouvoir faire face à une situation difficile. Et donc, souvent, j'arrive un peu tard. C'est-à-dire que j'arrive quand je suis stressé, j'arrive quand je suis... Voilà, après que la situation se soit... Et là, j'ai besoin d'un espace de ressourcement. Donc, l'invitation là, c'est de s'autoriser à faire une pause, se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce que je peux me reconnecter à l'instant présent. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que là, c'est un niveau plus personnel, mais qui est important parce que en fait, en pratiquant régulièrement la méditation, on acquiert en fait des réflexes différents. Un de mes enseignants de méditation me disait en fait, il s'agit de désapprendre pour réapprendre. Ouais. Voilà. Donc on se déconditionne de nos habitudes mentales pour arriver à se réhabituer à des choses qui sont plus bénéfiques pour nous. Ça devrait presque être remboursé par la Sécu, votre livre, non? Parce que se faire des petites pauses de méditation quand on a la technique et quand on a été accompagné, c'est génial, non? Ah bah oui, je confirme, c'est génial. Je veux dire, ça permet de prendre la bonne décision, ça permet d'éviter le conflit et l'agressivité, j'imagine. Oui, en fait, les bénéfices de la méditation, enfin, 2 des grands bénéfices, c'est ceux que vous citez là, c'est-à-dire, et je vais en citer un troisième, c'est d'être capable en fait, d'avoir une vision très claire de ce qui est en train de se passer pour prendre la bonne décision. Autrement dit, la bonne décision dans le moment. Donc, c'est la décision la plus ajustée. Le présent, ça, c'est le début de votre livre, être dans le présent. Être dans le présent. Et puis, un deuxième grand bénéfice que vous évitez, je souligne simplement, c'est d'améliorer nos capacités d'écoute et de nous relier en fait, aux autres de manière beaucoup plus authentique. Mais évidemment, ça commence par une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi. Et on a besoin de ces espaces-là, en fait. Le livre commence par un test. Alors, je ne veux pas tout le lire parce que, évidemment, c'est un test en 10 questions avec des QCM. Mais la première question, pour vous, vivre l'instant présent, c'est une illusion, une façon de vivre sa vie pleinement, une discipline, être béatement heureux. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je suis perdu. Alors, l'illusion, non. Non. Une façon de vivre sa vie pleinement, oui. Évidemment. C'est cette réponse-là. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Une discipline aussi, d'une certaine manière. J'ai hésité. Oui. Tout à fait, mais c'est les deux. En fait, il y a 2 réponses à la question. C'est certainement pas vivre béatement sa vie, c'est la vivre pleinement. En fait, si on regarde comment on vit notre vie, en fait, c'est qu'une succession d'instants. Et quels sont les instants que nous vivons pleinement? Quand est-ce que nous sommes vraiment présents à nous-mêmes et à ce qui se passe? En fait, c'est pas très souvent, en réalité. Et dans le monde du travail et dans la vie professionnelle, je dirais que c'est peut-être encore moins fréquent parce qu'on a tout un tas d'injonctions, d'obligations, de pressions, d'enjeux. Pour la plupart d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui les fixons. Clairement. Donc, on participe à notre propre escalade de stress. Avant de nous quitter, peut-être qu'on peut se faire une petite séance de méditation. Alors vous l'appelez, il y a plusieurs techniques, mais de pleine conscience. Parce qu'il y a aussi un débat pour le collaborateur et le dirigeant qui nous regarde. Il me dit, je vais pas tout d'un coup fermer les yeux en pleine réunion. Donc on peut méditer les yeux ouverts ou il faut quand même. Oui, tout à fait. On peut le faire. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme première technique de base? On peut prendre un petit moment simplement de pause, juste de reconnexion au présent. Poser au sol, les pieds bien posés au sol. Alors voilà, je vous invite à décroiser les jambes si elles sont croisées, à poser les pieds au sol. Voilà, les mains peuvent se poser sur les jambes ou sur la table si vous avez une table devant vous.
redresser le dos. Et puis, si vous avez envie de fermer les yeux, c'est OK. Si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. Et on respire par le nez. Alors, vous pouvez prendre justement un moment d'attention sur votre respiration. Et respirer, oui, c'est ça, par le nez, par la bouche si ça vous va aussi. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir l'attention que vous portez à votre souffle et d'être conscient du souffle tel qu'il se présente là, à cet instant. Ressentir le souffle. Moi qui ai pratiqué et qui pratique assez régulièrement, c'est assez incroyable de voir l'avant et l'après. L'état de stress dans lequel on est en entrant dans la séance et l'état de relâchement dans lequel on se trouve en sortant. C'est ça aussi le bénéfique. Alors c'est ça, c'est le bénéfice immédiat, évidemment. C'est ce sentiment de relâchement qui s'explique d'ailleurs physiologiquement. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ça s'explique parfaitement en fait sur le plan physiologique avec le nerf vagal qui se met en route. Exactement. Et qui active un système nerveux particulier. Mais ce qu'il y a, c'est que petit à petit, quand on s'entraîne, le cerveau en fait se reconfigure, recrée des connexions neuronales. Et c'est ça qui est magique, c'est que le corps, à partir du cerveau, réactive un système qui est le système des émotions, de la clarté. Oui, je ne l'ai pas fait longtemps et je me sens à même de pouvoir aborder les sujets d'actualité du cercle RH. Bah écoutez, dans les meilleures conditions. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Je médite au travail. C'est possible, c'est utile, c'est nécessaire. Prenez le temps de lire ce livre. Répondez aux questionnaires, c'est intéressant. Ça permet de resituer, évidemment. Attention, il y a des pièges, vous l'avez bien compris. La première question, il y a deux réponses. Voilà, j'ai un peu spoilé la première. Merci Stéphane No d'être venu nous éclairer avec joie. Sur ce sujet. Édition Vuibert, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience. Merci beaucoup. Bon vent, bonne continuation. On fait une courte pause. On s'intéresse évidemment à l'actualité. C'est le cercle RH et les experts vont me rejoindre. La réforme des retraites, le plus dur reste à faire, comme dirait l'autre. On va parler des entreprises préférées, classement Glassdoor, et puis on parlera des pénuries d'emplois. Ça, c'est chez Indeed, avec évidemment des métiers, vous le verrez dans quelques instants, d'ailleurs un peu originaux, dont on manque de main-d'œuvre. Voilà le programme. On accueille les experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche, évidemment, focus sur les retraites avec les manifestants et manifestations prévues le 19 janvier, avec la CGT qui annonce déjà des dates, un calendrier sur les raffineries. Bref, un mouvement social qui s'organise. Le ton monte. Est-ce que le plus dur ne reste pas à faire? Évidemment, on va en parler avec mes invités. On parlera des meilleurs employeurs, ça c'est le classement Glassdoor, et des pénuries d'emploi, ça c'est Indeed, avec un métier en particulier, je ne veux pas le déflorer tout de suite, où on manque de main-d'œuvre, qui était un métier très prestigieux, et on en parlera dans quelques instants. Mes invités, Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour. Et bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu, c'est notre première émission ensemble, fondatrice de Juste Business, merci d'être là. Avec moi Pascal Joannin. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Alors je pensais que vous alliez nous présenter votre rapport 2023 de l'Atlas. Non, vous ne l'avez pas encore. Alors l'Atlas, il est toujours là. Le rapport Schuman 2023... On n'a que 12 jours, donc on va attendre un tout petit peu. Il sera là pour une des prochaines émissions. Alors là, vous nous parlez de l'Atlas permanent de l'Union européenne que Nicolas Juchat nous a mis en bon titre et qui a réagi immédiatement. Jean-Michel Garrigue, ravi de vous accueillir. Meilleurs vœux d'ailleurs Pascal. Bonne année à vous. Et bonne année à vous Jean-Michel. Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Ça y est, on est rentré dans le dur. Est-ce qu'il n'y a pas de l'inquiétude chez vous qui observez ce mouvement social qui s'organise, que le gouvernement qui maintient le cap, 64 ans, 43 annuités, avec déjà un premier débat très intéressant. On commence à travailler à 20 ans. On a fait 43 annuités sans rupture. On doit donc partir à 63 ans. Et la date est fixée à 64. Dans quel état d'esprit vous vous situez tous les trois à l'égard de cette réforme des retraites? Vous dites, il faut y aller, il faut y passer parce qu'il n'y a pas le choix, et on entendra Pascal sur les pays européens, où vous dites, on n'avait pas besoin de ça, vu le contexte dans lequel nous sommes.
C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture économique et puis il y a l'agenda politique. C'était quand même une réforme phare du quinquennat Macron, donc c'est compliqué. Du précédent d'ailleurs. Voilà, déjà de reculer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement n'a pas choisi le chiffre de la provocation qui aurait été 65 ans. On est plus dans la 64, donc dans une volonté de compromis. Après, je pense qu'il y a quand même un point d'interrogation. Est-ce que ça va être une... Vous savez, par exemple, les Gilets jaunes, qui aurait pu anticiper une telle gronde sociale et parfois, quand on s'y attend, ça ne vient pas. Est-ce que ça va être une colère qui va s'exprimer ou au contraire une colère sourde? Ça, c'est la question. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu notamment sur tout ce qui est enjeu climat, où on oppose souvent la fin du monde avec la fin du mois. C'est un peu pareil. On est dans un climat morose, inflationniste. Les Français ont énormément de contraintes, énormément de difficultés. C'est un peu le débat entre la fin de carrière et la fin du mois. Est-ce que vraiment ils vont arriver à lever un peu la tête, prendre un peu perspective et manifester vraiment dans la rue? Je pense que la question est sur la table. Mais la question est posée par Olivia, qui est d'ailleurs posée à travers un rapport de la direction centrale et des directions locales sur les inquiétudes, les frémissements. Les indépendants, les artisans, certains petites entreprises disent « je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais cette fois-ci, je vais y aller ». C'est un peu la question. C'est ça prend ou ça prend pas? C'est réglé dans 3 mois ou c'est une pétaudière? Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une réforme qui est probablement structurellement légitime, mais qui est conjoncturellement totalement inopportune. Je suis un peu sidéré, même si ça part sans doute d'une bonne volonté du président Macron de se dire, après avoir dû remiser sa réforme de la retraite à points à cause des Gilets jaunes, le précédent quinquennat, de dire, ben voilà, maintenant c'est mon dernier quinquennat, je veux agir, on y va. Mais y aller en ce moment, où il y a quand même énormément de clignotants rouges. La seule bonne nouvelle à peu près, c'est que l'économie est un peu plus résiliente que ce à quoi on pouvait s'attendre en fonction, je dirais, de tous les clignotants rouges qui s'agitent à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan politique international. Mais je trouve quand même un peu osé, un peu risqué de lancer cette réforme en ce moment. Pas seulement d'ailleurs sur les aspects mouvements sociaux. Oui, ça passe ou ça casse, mais au-delà même des mouvements sociaux, je dirais, c'est une préoccupation supplémentaire que l'on met sur la place publique, et je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement opportun en ce moment. Mais maintenant, c'est lancé, il faut sans doute y aller. Et avec, je le redis, les dépôts de carburant, vous vous rappelez les conséquences qu'avait provoqué le dépôt de carburant pendant les hausses d'énergie lorsque la CGT avait bloqué. Enfin, ça va quand même. Ce matin, le secrétaire général de la CGT Pétrole disait... on a 3 journées de grève annoncées. Jusqu'en février d'ailleurs. Jusqu'en février, la dernière est le 6 ou le 7 février. Mais ensuite, si ça ne suffit pas, on arrêtera le raffinage et puis on se retrouvera dans la situation d'il y a quelques semaines quand les Français avaient comme mission essentielle de chercher de l'essence. Pascal, j'ai vu des économistes qui disaient de toute façon ça s'est réglé dans 3 mois, cette réforme sera derrière nous. Je crois que c'était un petit texte d'Olivier Babot. Je le prends au mot ici sur le plateau, voilà, qu'on l'entende. Mais je ne suis pas certain. Dans quel état d'esprit vous vous situez? Alors, encore une fois, vous parlez toujours avec un regard très, très européen. L'Italie, l'Allemagne, pour ne citer que, sont des pays qui sont déjà passés à 65 ans, 67. D'ailleurs, est-ce que les gens vont vraiment jusqu'à cet âge-là? Je ne sais pas si vous avez ce niveau d'information, mais est-ce que les gens travaillent vraiment jusqu'à 67 ans en Italie? Alors, j'en doute. Non, ils partent un tout petit peu plus tôt, mais c'est quand même plus près de 65 que de 62. Donc voilà. On est une anomalie en France. On est une anomalie parce qu'on a eu en effet un gouvernement il y a 30 ans qui a passé la retraite à 60 ans, qu'on considère comme un acquis social, sauf que l'acquis social aujourd'hui ne correspond plus à la situation d'il y a 30 ans, puisqu'il y a un facteur démographique. Le vieillissement. Il y a un facteur démographique qu'il faut bien qu'on explique ici, puisqu'il y a moins de gens qui cotisent pour un plus grand nombre de gens qui vont arriver à la retraite dans les années qui viennent, puisque il y a le baby-boom de la... C'est ça. Voilà. Donc, on a un problème de... Voilà. Donc, si on veut un régime, maintenir ce régime par répartition avec, en effet, on honore, non pas des petites retraites, mais des retraites décentes, etc., il faut bien qu'en effet, il y ait des gens payent. 1 200 € brut. Voilà. Et donc, si on n'a pas la masse d'actifs pour payer, il va y avoir un problème. Ça, c'est très mathématique. Voilà. Mais en Europe, il y a des gens qui ont fait des réformes sous la contrainte, les Grecs,
parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les Italiens, les Espagnols, on ne peut pas dire que ce soit des pays du Nord, rigoureux, protestants, etc. Les pays du Nord aussi ont fait des réformes. Et donc là, la crédibilité de la France est engagée parce que si on n'arrive pas à faire cette retraite, Emmanuel Macron n'est que le dernier de celui qui veut faire des retraites. Il y a déjà eu des retraites par des réformes. La dernière, Michel Rocard disait que ça faisait sauter tous les gouvernements de la 5e. La dernière date de François Fillon, quand il était Premier ministre, il y a une dizaine d'années. Touraine. Voilà. Donc on a en effet une difficulté à accepter cette réforme en France, alors que quand on peut l'expliquer, il y a des choses qui pourraient complètement de la pédagogie. De la pédagogie. Mauvais contexte, mauvais emballage pédagogique quand même. On nous l'impose. Juste un mot sur l'index senior, et j'aimerais vous entendre, parce que dans la corbeille du marié, la Première ministre, évidemment, a fait quand même quelques gages, vous l'évoquiez, 64 ans, pas 65, 1200 € bruts, notamment pour accompagner ceux qui ont des basses retraites, qui est un minimum, qui fera 1100 €, qui est 1000 € net, et l'index senior. Rappelez-vous, on en avait parlé ensemble, le MEDEF n'en veut pas, a immédiatement dit, il y a 6 mois, on n'en a pas besoin. Vous y croyez, vous, à cet index senior? Parce qu'on nous dit que si on règle le problème des seniors, on a déjà un peu réglé la question du déficit des retraites. Mais déjà, ça peut être une des solutions, et puis c'est aussi quand même, rappelons-le, une discrimination à l'embauche, par rapport à son âge. Donc oui, moi j'y crois dans le sens où les discriminations, souvent, si on attend que ça vienne des entreprises, c'est compliqué à mettre en place. Le fait de mettre des index, justement, il y a l'enjeu réputationnel derrière, c'est-à-dire mettre en avant certaines pratiques, ça peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, sans sanction, on est d'accord. Sans forcément. On a juste le dossier, on dit ah bah oui, c'est vrai qu'on est très faible. La sanction, c'est la sanction médiatique, c'est-à-dire qu'on peut viser on sait que telle entreprise a les bonnes pratiques ou non. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne réputation sur ces enjeux-là. Mais juste par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, la pédagogie. Oui, la pédagogie. Et sur les faits, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le débat autour des retraites, c'est qu'on a l'impression aussi que finalement, on ne peut pas être pour les retraites. Enfin, si on est pour les retraites, on est contre. Vous voyez, il y a un côté, est-ce qu'on est pour les retraites, est-ce qu'on est contre, ou finalement on est contre Emmanuel Macron. Ouais. C'est le niveau politique ou le niveau de la réalité? C'est très politisé, alors que comme le disait Elisabeth Le Borgne aussi, c'est-à-dire que c'est pas, on parle de faits, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui vont partir à la retraite et de moins en moins de personnes qui vont cotiser. Donc, ça, c'est un argument qui est important évidemment à mettre en avant. Jean-Michel Pascal, il faut régler le problème des seniors. J'ai lu que si on réglait la question des seniors, on avait réglé une partie du problème lié au déficit. On oublie juste une chose, c'est que ça réglerait de manière significative la question de l'équilibre financier des régimes de retraite si jamais on était dans la situation de centaines de milliers de seniors pantelants, attendant, comme le Messie, qu'on leur donne une activité professionnelle. Mais la plupart des gens qui sont en situation de seniorité et de fin de carrière ne souhaitent absolument pas reprendre une activité professionnelle. Ils veulent avoir des activités associatives, du bénévolat, des tas de choses comme ça. Du conseil quand ils le souhaitent. Du conseil quand ils le souhaitent. Mais vous proposez à des gens de 62 ans, 64 ans, 65 ans de continuer dans l'entreprise ou d'avoir un contrat de travail avec un nouvel employeur. Mais la plupart vont répondre non. Ils n'en ont aucune envie. Pascal, juste un mot, parce que ce que vous dites là traite des cadres, des cols blancs, de ceux qui ont encore capacité à pouvoir faire du conseil ou reprendre une activité. Et ils sont nombreux. Puis il y a tous les métiers pénibles. Je pense aux maçons, je pense aux plâtriers, je pense à tous ceux qui ont des emplois postés. Ça se passe comment en Europe? Est-ce qu'il y a des index seniors en Allemagne, en Italie? Alors, en Europe, il y a d'abord une différence. C'est qu'il y a plus de gens on va dire âgés qui travaillent qu'en France. Puisque en France, on a quand même un problème où dans les entreprises, à partir de 55 ans, on vous dit vous, tu ne voudrais pas partir en pré-retraite, ça, c'est pas de la faute des seniors. Alors c'est le moment où, en effet, il y a eu une expérience. Donc là aussi, on a un premier en France de l'employeur. Garder notre valeur. Voilà, garder le truc. Donc déjà, dans les autres pays européens, il y a plus de gens qui travaillent au-delà de... Voilà. Deuxième chose, il y a toujours, à côté de l'âge légal, qui est 65 ans dans la plupart des pays, voire 67, la durée de carrière. La durée de carrière, c'est-à-dire que si vous avez commencé tôt et que vous avez vos annuités, vous pouvez partir avec les annuités que vous avez faites. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 60... Oui, bien sûr. Voilà. Et dans la pénibilité, il y a aussi, bien entendu, des facteurs ou le nombre d'enfants que vous avez pu avoir, etc. Donc, il y a plein de critères qui fait que vous ne partez pas tous en même temps, mais vous partez à un moment où tout ça a été adopté pour que l'équilibre du régime soit assuré et qu'on ait
ait en effet à la fois l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, et qu'on n'ait pas en effet un trou. Et donc là, vraiment, en matière de retraite, la France est regardée du doigt parce que c'est une réforme phare qu'on n'a pas fait pendant le premier quinquennat. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir la faire avec le risque de voir revenir ce qu'on a connu en 95. Les grandes grèves qui avaient bloqué Paris, la France, je m'en souviens très Déjà bien. pour un problème de retraite. Un dernier mot, parce que j'aimerais qu'on parle de Glace d'Or et notamment des pénuries d'emploi, où je le dis, les enseignants font partie du deuxième métier pénurique. Les enseignants, c'est quand même, commençons par Indeed, puisque ça fait d'ailleurs écho au débat que l'on a sur les seniors, sur l'envie d'aller travailler, de reprendre un travail. Certains seniors, en rêvant un peu, pourraient aussi apporter leur valeur, leurs compétences dans des classes. Et ce n'est pas le cas. Indeed nous dit, dans cette étude, je ne sais pas si Nicolas Juchat peut nous la montrer, ce sont les femmes de ménage, les personnels d'entretien qui sont évidemment des emplois pénuriques. En deuxième métier, on va le voir, ce sont les enseignants. Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça dit d'une société ? C'est un bon signal, même sur le plan civilisationnel, sociétal. C'est-à-dire que la base de la démocratie, c'est le vote et c'est l'éducation. Bien sûr, voilà. Là, le savoir. Qu'est-ce qui résout les inégalités ? C'est l'éducation. Donc, effectivement, de voir qu'il y a un tel rejet de cette profession, qu'il y a une telle crise de pénurie qu'on retrouve déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes d'effectifs. On l'avait vu à la rentrée précédente. Voilà, les écoles sous tension. Donc, il y a quand même un vrai enjeu et ça en dit long sur, finalement, d'un point de vue de la société, qu'est-ce qu'on va rendre attractif ou pas ? Est-ce qu'on va rendre attractifs des métiers qui sont au cœur en fait de la démocratie qu'il faut absolument encourager ? C'est vraiment, je trouve que c'est un signal, c'est vraiment un symptôme qui serait vraiment intéressant d'étudier et d'approfondir parce que c'est assez parlant. J'ai la liste. Agents d'entretien, donc les personnes qui font le ménage, qui sont des emplois, on le sait, mal rémunérés à des horaires décalés. Les enseignants, en deuxième catégorie. Les aides à domicile, ceux qui gardent nos enfants, là aussi métier faiblement rémunéré et complexe. Et les personnes âgées. Et les personnes âgées, évidemment, les EHPAD. Et quatrième métier, c'est intéressant, les conducteurs de véhicules. Et on le sait qu'il y a une crise, une pénurie. On l'a vu dans les conducteurs de bus, pour les conducteurs de bus, de cars, de lignes et les chauffeurs routiers. Ça vous évoque quoi, ça, Jean-Michel ? Là, on voit enseignant était un métier un peu notabilisé. Oui, il y avait l'instituteur de la Troisième République qui permettait en effet de... Le curé, l'instit... l'ascenseur social. Le notaire et le boulanger. Les bons élèves et de les envoyer sur des études longues. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de salaire ? En Europe, je sais que les Allemands rémunèrent mieux leurs enseignants. Alors, il y a certainement un problème de salaire. Il y a aussi des conditions. En effet, moi je vois, on retrouve des gens qui veulent bien faire des cours à l'université, dans des grandes écoles, mais pas dans les écoles ni dans les collèges, parce qu'en effet, il y a un problème de discipline, de violence. Et donc là, non, il faut mettre les pieds dans le plat. Là, il faut en effet revaloriser et sérieusement le métier d'enseignant. Un mot, Olivia et Jean-Michel. Oui, vraiment, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment un problème sur la formation. Aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, vous faites quand même un certain parcours au niveau des études. Bac plus 5 en général, c'est plus 4. En général, mal rémunéré, mais surtout, vous ne choisissez pas votre affectation. C'est-à-dire qu'à partir du moment... imaginez quand même qu'on met les plus jeunes, les moins expérimentés, dans justement les établissements où il y a des difficultés. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait... au niveau de la formation, accompagner, parce qu'il y a des personnes qui veulent justement s'occuper d'enfants en difficulté. Et qui ont envie, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, mieux les former, mieux les accompagner, mais cette espèce de contrainte, vous sortez de l'école et hop, vous allez de suite dans un établissement. Vous le savez. Mais évidemment que... Ou de vous à moi, on vous fait faire 120 km avec 3 établissements scolaires à gérer, parce que c'est parfois la réalité, entre un collège à 90 km et un autre qui se trouve à l'opposé, ce qui fait qu'en fait, vous dépensez la moitié de votre salaire. Où est le sens, où est le désir du métier. Jean-Michel, ça vous inquiète ? Parce qu'il y a les métiers faiblement rémunérés sur lesquels il faut faire un effort, les premières lignes du Covid. Mais les enseignants, c'est vital. Le triptyque, c'est considération, rémunération, conditions de travail. Considération, les enseignants, et c'est tout à fait juste, on les envoie, surtout en début de carrière, se faire lyncher, si je puis dire, dans des collèges et ou dans des lycées pour certains d'entre eux. Bien sûr. Rémunération, évidemment, beaucoup de métiers qui ont des rémunérations horaires, notamment, qui sont extrêmement faibles. Et conditions de travail. Vous avez parlé des horaires décalés pour les agents d'entretien, mais c'est aussi la même chose pour les conducteurs de trains, de camions, de bus, etc. Parce qu'il faut travailler
Le soir, la nuit, le week-end, week-end. les jours fériés. Voilà, faire des plannings en fonction de ça. Et une des grandes leçons, je trouve, de la période Covid, confinement, etc., c'est l'attention toujours plus grande qui est apportée à l'équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on le voit très bien dans les réactions, notamment des jeunes actifs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et certains métiers où il faut travailler en horaire décalé, il faut travailler la nuit, le week-end, le soir. Donc c'est bien un problème de relation au travail. C'est un problème de relation au travail. Et peut-être pas seulement d'ailleurs de rémunération, même si je pense qu'elle joue un rôle important dans cette affaire. Oui, on pourrait rajouter dans les métiers en tension tout ce qui concerne les métiers de santé, l'hôpital, Tout à fait. etc. Exactement. Où en effet, on voit bien que ces fonctions qui sont des fonctions Aide-soignant après les conducteurs. de la responsabilité pour qu'en effet on ait à l'accès aux soins ou à l'accès à l'éducation sont tous les deux en flux qui peuvent en effet très vite devenir très tendus avec des difficultés. On n'a pas de réponse, mais c'est inquiétant. Enfin, on n'a pas pour de se faire réponse. soigner et se former. Et ça, c'est quand même deux faits majeurs. Avant de nous quitter, parce que je voudrais quand même, je l'avais promis dans les titres, il y a le Glassdoor qui fait les entreprises, les employeurs préférés. Alors c'est intéressant. On y retrouve Schneider Electric, Retail Renault. C'est un peu comme les Césars. Je suis en train de dévoiler les vainqueurs. SAP. Les nominés, mais là ils sont Michelin, BPI France, Criteo qui est une entreprise de la tech, un des leaders en France, SAP Informatique, Retail Renault et Schneider Electric. Ça vous inspire quoi ce classement? Alors ensuite Salesforce, Boston Consulting Group et Contrescarpe, ainsi qu'Avanade, avec des entreprises qui sont dans les secteurs différents. C'est des entreprises qui ont montré une capacité à se transformer et à faire en sorte qu'on est bien et qu'on s'y sent bien. La grosse différence entre Glassdoor... Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale qui n'est pas... La grosse différence entre Glassdoor et puis d'autres classements comme Top Employer ou Good Place to Work, c'est que chez Glassdoor, c'est déclaratif. C'est-à-dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui notent leur entreprise. J'ai toujours tendance à prendre un peu de distance par rapport à des classements déclaratifs. On le sait bien, on a tous connu ça. Il y a beaucoup de salariés, voilà, votez tous les gars. Les salariés, voilà. D'accord. On n'imagine pas que les salariés vont dire du mal si on est... Donc vous êtes en train de me détruire mon Glassdoor en fin d'émission. Non, c'est très gentil. Je dis pas du tout que ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire des autres, mais il faut toujours prendre un peu de distance par rapport à ce qui est déclaratif. Ça vaut pour Glassdoor, mais ça vaut pour de nombreuses autres récompenses, parce que en fait, on ne maîtrise pas l'impact que peut avoir comment dirais-je, une action décidée visant à faire voter un nombre important de collaborateurs sur des items. Bon, voilà, un mot, quand même. Il nous reste 5 secondes. Justement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en avant. C'est pas forcément le salaire, on parle d'épanouissement, être à l'écoute, l'entreprise. La QVT, vraiment. Donc ça renvoie aussi sur la nécessité d'opérer cette révolution managériale. Oui, et puis des entreprises qui offrent en effet un cadre de travail où en effet on peut avoir des activités ludiques pour se reposer, ou pour avoir un moment de temps. Voilà. Ça, c'est très prisé par les jeunes générations. Qui sont toutes des grandes boîtes. Et, voilà. Tous des grosses boîtes. Dans la salle de... Ça tombe un peu en désuétude. Je mais la salle de musculation. Oui, non, mais ça a été pendant un moment. Et l'autonomie. Pendant un moment, un critère de Bon, Jean-Michel nous a scié le classement Glassdoor, mais bref. Merci à vous, Jean-Michel, d'être venu sur le plateau, directeur associé RH BLB Associé. Merci à Pascal Joannin et son atlas qu'on va voir, et le rapport Fondation Robert Schuman dans les semaines qui viennent, puisque nous sommes début janvier. Restons calmes. Et merci à Olivia Copin, Just Business, vous en êtes la fondatrice. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec un nom un peu imprononçable, et on va en parler dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, et j'évoquais un nom imprononçable. Non, il n'est pas imprononçable. On va parler du Chief People and Impact Officer, et on va en parler avec Laure Rudel, Arnaud, CPIO de Sandy Blue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, CPIO, c'est ce métier dont on parle? C'est l'acronyme? Tout à fait. On est d'accord? CPIO, exactement. CPIO, voilà. Chief People Impact Officer. J'ai donc un CPIO devant moi. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas rien quand même. C'est quoi ce métier? Eh ben, ce métier, c'est vraiment de réussir à créer un cercle vertueux entre les personnes qui forment l'écosystème et la culture d'entreprise et l'impact positif que cette entreprise peut avoir sur le monde dans lequel on est. Alors, dans votre parcours, c'est intéressant parce que vous étiez
classiquement en RH dans une très grande entreprise, la Sodexo, pour ne pas la citer. Et là, c'est quoi? C'est une fusion de deux métiers en un, ce chief Alors, c'est une fusion. CPIO. En réalité, moi, j'ai la conviction forte, et je ne suis pas la seule, qu'on peut vraiment créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on aura des collaborateurs qui seront engagés, qui seront mobilisés sur des aspects à la fois émotionnels et des aspects de conviction citoyenne, plus on aura une marque employeur qui sera forte et plus on fera aussi travailler l'entreprise Clairement. et faire avancer l'entreprise dans des sujets qui la dépassent. Ça, c'est gérer l'aspect philosophique. C'est votre volonté au concret, dans l'entreprise. Vous êtes rattaché, vous êtes membre du COMEX, vous êtes rattaché en direct avec le CEO. Comment ça se passe pour faire infuser cette pensée-là? Alors, la manière dont on peut la faire infuser, c'est en étant à la fois pragmatique et ambitieux. Ambitieux, c'est-à-dire qu'on a une roadmap construite sur les sujets impact, donc concrètement sur les sujets assez classiquement environnementaux, sociaux et les sujets de gouvernance. Et comment, donc, à partir de cette roadmap, on déploie en mobilisant au maximum le collectif des salariés sur ces aspects-là. Ça veut dire des outils, on reviendra peut-être si on a le temps sur Sandy Blue, mais qui offre des services extrêmement pratiques en tech aux TPE, PME, mais en interne, c'est quoi? C'est des outils, c'est des questionnaires, c'est des tables rondes, on réfléchit ensemble. Comment ça se matérialise? Bien sûr, alors en interne, typiquement, on a fait le premier questionnaire de diversité et inclusion auprès de tous nos salariés au mois de septembre et on l'a analysé. On a mis en place... Et partagé, j'imagine. Enfin... Analysé et partagé, évidemment. On a mis en place un comité d'impact social, un comité d'impact environnemental, qui sont chacun constitués de collaborateurs volontaires pour à la fois mobiliser leurs énergies, leurs idées au service de l'entreprise et pour être aussi le porte-parole au sein de leurs équipes ou de leur bureau, parce qu'on est à l'international, sur ces sujets-là. Ça veut dire que le RH du XXe siècle, c'est-à-dire la paye, les choses administratives, c'est pas ce que vous faites dans votre quotidien. C'est de l'excellence opérationnelle et c'est de l'excellence qui permet d'avoir une expérience employée qui est réussie. Donc il ne faut pas le négliger. En revanche, ça c'est le fondamental. Après, il y a tout le reste. Comment est-ce qu'on fait de nos people et de notre culture un aspect stratégique et un aspect de différenciation sur le marché, à la fois en termes de marque employeur et puis de marque tout court. Donc ça monte et ça descend, si je comprends bien, parce qu'il faut aussi prendre le pouls de ce qui se passe à la base sur des demandes, des volontés, des désirs, et puis aussi la stratégie de l'entreprise qui doit redescendre et infuser. Donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient, votre métier, en fait, là. Exactement. Donc il y a vraiment comment est-ce qu'on arrive à avoir une communication suffisamment souple dans l'entreprise pour être effectivement à l'écoute de ce qui se passe en externe, à l'écoute de ce qui se passe au niveau du COMEX et de rester sur des aspects stratégiques et écouter aussi ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est cette conviction d'être citoyen du monde et comment est-ce qu'on arrive à être convergent, à la fois être citoyen du monde et employé et être fier de l'être au sein de l'entreprise et à la fois effectivement tout ce qui constitue, et on le sait dans les ressources humaines, les petits détails qui font d'une expérience employée une expérience réussie. Vous aviez raison de parler du socle, il n'y a pas que la qualité de vie et les outils, il y a aussi l'onboarding et la qualité avec laquelle on récupère son badge et sa carte de cantine, pour le dire abruptement. Un dernier mot, parce que comme c'est un nouveau métier, on n'y est pas encore rentré dans le langage, il vous épanouit ce métier, cette espèce de mariage des deux là? Ah oui, je trouve ça extrêmement satisfaisant, stimulant. Parce que, et en plus, les aspects d'impact, entre le calcul d'une taxe carbone, le fait de mobiliser un collectif de salariés, le fait de travailler sur les sujets de diversité et inclusion dans une culture qui est éminemment internationale, c'est passionnant. Merci Laure Rudel-Arnaud d'être venue nous rendre visite. Ce métier CPIO, Chief People and Impact Officer, j'ai tout compris. Et c'est effectivement un métier exaltant. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes chez Sandy Blue, une entreprise qui a grossi de manière incroyable en France et dans le monde d'ailleurs, faut-il le préciser. Merci à vous, merci de nous suivre, merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Théo aujourd'hui à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à Laure Hélène que je n'oublie pas pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité, vos messages. Je serai là lundi, si tout va bien. Bye bye.